Pas mal, hein. Ouais, j'ai de la chance, je regardais un mème en même temps. Bon alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? C'était il y a un mois, je crois que j'avais fait. J'ai regardé dans le doute, vu que je mets mes cartes à jour. C'était le 26. Le 26 septembre. Ah, les gars. 26 septembre, je crois que j'avais fait une minute géopolitique sur l'Ukraine. Je fais une fois par mois. Je pense que ça suffit largement. C'est pas non plus la Blitzkrieg hein, en Ukraine. Il n'y a pas besoin de faire plus. Mais ça permet de voir l'évolution du front sur un mois. Le retour de l'expert en expertise. Mais je ne suis jamais parti. La semaine prochaine, on parlera du nucléaire. Le nucléaire a le vent en poupe aux US en ce moment. Il y a plein de projets qui redémarrent avec des boîtes et tout qui veulent du nucléaire, des micro-réacteurs et tout pour faire tourner des centres de data. C'est de la folie. Donc on parlera le nucléaire a le vent en poupe aux US. Ça vaudra le coup de faire une minute géopolitique la semaine prochaine. Alors forcément, ça intéressera moins que l'Ukraine. Hein. Les gens veulent leur bain de sang. Hein. Là, la racaille veut son galon de chair fraîche. N'est-ce pas? Bon, j'ai pas le droit de montrer des vidéos saignantes. Hein. Si vous voulez voir des gens mourir, allez sur Twitter, allez sur certains fils Telegram, et vous aurez voilà, à longueur de journée, il y a des gens qui font que ça, faire des montages, et les autres les regardent. Quid du nucléaire allemand? Figure-toi que ça va peut-être repartir le nucléaire allemand. Hein. La réalité de l'échec industriel, la réalité terrifiante de la chute du moteur économique allemand et de son industrie, tu peux pas faire face à la réalité. Voilà, t'es obligé de prendre des mesures. Moi, je pense que le nucléaire allemand, dans 2 ans, 3 ans, ça repart. Bon. Mais alors quoi que les Nord-Coréens? Ah, les Nord-Coréens. Un petit mot sur les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens sont déjà présents depuis très longtemps. Ils ont livré des millions d'obus. Aux Russes continuent de livrer des millions d'obus. Avoir 2000 ou 3000 soldats nord-coréens qui sont là pour faire de l'expérience sur le terrain, acquérir du savoir-faire, ça change rien, d'accord? Les Nord-Coréens, tout comme les Occidentaux, ont la main dans le cambouis depuis un sacré bout de temps. Avoir quelques soldats sur le terrain qui font le coup de feu ne change pas grand-chose. Voilà. Donc ouais, je vois pas pourquoi les gens s'excitent. Sans aucun doute qu'il y a des soldats occidentaux qui font du renseignement aussi en Ukraine, des consultants, des conseillers techniques. Quand on envoie autant de matériel compliqué à un pays, vous pouvez être sûr qu'on a aussi des hommes sur le terrain. Que le mec tienne un fusil ou alors appuie sur le bouton de tir d'un missile ne change pas grand-chose. Donc il y a encore beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Moi, je m'en fiche. Personnellement, voilà. Comme la guerre en civil en Espagne. C'est déjà la guerre civile en Espagne. Bon, ça dit quoi la télé? Bah ouais, moi je regarde pas la télé. Ça dit quoi la télé? Est-ce que les Ukrainiens gagnent? Que dit la télévision? Que dit les canaux de médias traditionnels non biaisés? Ça dit des conneries. Ah! Ça dit des conneries. Ça dit quoi? Non mais comme je dis, moi je suis déconnecté de tout ça, j'ai les cartes. Je suis directement branché sur les lignes de front. Ils n'en parlent pas. Ah merde. Voilà. Genre les Russes désertent en masse. Ah! Bah écoutez, on va aller voir le front. Ils arrivent à faire pas mal de choses avec en plus leur désertion, visiblement. Peut-être, hein. Voilà, ça pue pour les Ukrainiens, même à la télé. Oui. Vous savez, je le répète souvent, mais il y a la réalité des cartes. Les cartes ne mentent pas. Par exemple, là, on aura 2 cartes ce soir. On aura une carte pro-russe et une carte pro-Ukraine. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites différences, mais que dans l'ensemble, elles racontent la même chose. Elles racontent la même histoire. Et à la fin de la journée, vous pouvez raconter tous les bobards que vous voulez à la télévision. Les cartes ne mentent pas sur la réalité brutale du terrain et de ce qui se passe. Donc ouais, on va commencer... On va faire comme la dernière fois, d'accord? On va décomposer par secteur du front. Je suis pas là pour vous dire qui est gentil, méchant, comme d'habitude, je le dis, parce qu'il y en a qui tombent sur ma chaîne et ils me connaissent pas. Ils savent pas que je suis un clown, expert en expertise de clownerie, bouffon international, et ils me prennent vraiment au sérieux. Ça n'empêche que... Donc, je précise que je suis pas là pour prendre un camp ou quoi que ce soit, on est juste là pour lire les cartes, voir ce qui se passe, où que ça se passe, quelles seront les conséquences dans les 1 mois ou 2 mois qui vont suivre, surtout avec l'hiver et les boues qui vont arriver, il y aura des conséquences avec les changements climatiques et la fin de l'été, autant pour les Russes que pour les Ukrainiens.
Et voilà. Donc ouais, on va décomposer front par front. Vous vous rappelez que les Russes avaient fait, les Ukrainiens avaient fait une incursion. Donc voilà ma petite carte qui elle est un peu plus pro-russe, mais qui est aussi plus claire. On a des belles photos SAT. On va aller dans le secteur de Kursk. Dans le secteur de Kursk, où bah les Ukrainiens avaient fait une incursion il y a plus de 2 mois maintenant. Ouais, plus de 2 mois. Et... bon, la grande offensive ukrainienne... Alors, on en avait déjà parlé, hein, mais... Offensive bien menée. En tout cas au début. Et là, l'offensive s'est rapidement essoufflée par manque de moyens. Moyens humains, moyens matériels, moyens logistiques. Aussi, la supériorité aérienne russe et en artillerie fait une énorme différence. Et cette attaque, ben, il me semble que le mois dernier... Donc voilà, Deep State. Deep State, eux, sont pro-Ukraine. Regardez la différence. Donc ça, c'est une carte du même jour. Hein. Pro-Ukraine, pro-russe. Donc par exemple, sur ma petite carte pro-russe, là, qui est plus pro-russe, ça considère que Olgovka est aux mains des Russes, largement, alors que Deep State, Olgovka est aux mains des Ukrainiens. Deep State refuse de mettre à jour le secteur de Kursk pour des raisons de propagande, d'accord? Là, je pense que c'est eux, c'est les pro-russes qui ont raison, parce que les pro-russes sont à la fête en ce moment. Deep State n'est pas à jour, absolument. Mais bien sûr! Sur ta date. Ah oui, non mais attendez! C'était le 26, ça! C'était le mois dernier! Regardez ce qui s'est passé en un mois! Pardon! Bah oui, j'ai... Voilà. 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 Ça s'est fait lourdement grignoter. Pardon, j'étais pas à jour. Il y avait un mois d'écart, mais... Voilà à peu près ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne avec la carte pro-russe. Là, non, je dis des bêtises. Là, on retrouve à peu près la même chose. Un des soucis, c'est que... J'adore que ça se passe à Kursk, que ça. Mais vous voyez ce que sont en train de faire les Russes, là? On a 2 axes d'attaque russe. Le but est de faire une tenaille. La tenaille, les mecs. Dans la forêt de Mashkoul. Vous la voyez, la tenaille? Première clownerie, écoute. Streamer professionnel, mec. Le joli chaudron. C'est totalement les Russes qui tentent de couper l'avancée ukrainienne en coupant les arrières, sachant que le point logistique majeur est ce petit village, Malaya Lognaya. Donc ouais, la grande offensive, c'est finito, les mecs. Hein. Les Ukrainiens sont en train de se faire accompagner à la maison sur absolument de partout. D'accord? Ça, ils en parlent même plus. Et voilà. Donc ouais, ça sent pas bon pour les Ukrainiens à Kursk. D'ailleurs, on a vu, on a eu quelques images. Donc je vais vous montrer quelques images. Comme je dis, YouTube n'aime pas qu'on monte les photos d'Ukraine. Vous pouvez vous en douter pourquoi, donc j'essaie de trouver des trucs soft. Vous voyez la pointe russe, la pointe d'attaque russe à l'ouest. Donc à la partie ouest de la tenaille. On a eu, donc les Russes attaquent. Hein. Leur but est de couper les Ukrainiens. Donc on a vu une unité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, qui est la 47e brigade blindée ukrainienne. Elle était dans le secteur de Pokrovsk et de Avdiivka depuis plusieurs mois. Elle s'était faite étrier là-bas, donc elle a des Abrams, des Bradley, c'est une unité mécanisée mobile. Et après plusieurs mois de combat, elle avait été étriée, retirée du front récemment, et elle a refait son apparition dans le secteur de Kursk, puisqu'on a vu cette unité contre-attaquer, justement, contre-attaquer les unités russes qui attaquent dans ce secteur. Donc on a eu une contre-attaque mobile ukrainienne, filmée en drone, donc ça c'est un Bradley ukrainien, avec son canon de 25, là, le Bushmaster. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça c'est pris par des drones, hein. C'est des images qui ont quelques jours, les mecs. Hein. Tout ce que je vous montre là. Coignet 43, bah merci. Donc ouais, toutes les images que vous allez voir, elles ont quelques jours. Celles-là, elles ont 3-4 jours, je crois. Et les autres images de drone, elles datent de hier et d'avant-hier, max. Donc le pouvoir de l'information. Si vous le voulez, arrêtez de regarder la télé, allez sur les réseaux sociaux, vous avez tout à disposition. C'est bien plus simple d'aller chercher l'information plutôt que de se faire chier à passer par des journalistes biaisés. Allez directement chercher l'info et ça va plus vite. Donc ouais, on a là un Abrams ukrainien. Donc là, les deux travaillaient ensemble. Hein. Abrams et Bradley. On voit que la végétation, ça commence à jaunir doucement.
Donc ouais, comme je dis, on a des images, on sait que ça a contre-attaqué ici. C'est finito pour les Ukrainiens, hein. Tout ça là, l'offensive de Kursk. Allez, ils vont se faire raccompagner à la frontière tranquillement d'ici 2 mois. Les Ukrainiens sont de retour sur leur base de départ, je pense. Ça aura servi à rien, c'est un désastre qui leur aura coûté extrêmement cher en hommes, en équipement, pour des résultats nuls. Un coup de com', ils auront fait quelques chouettes vidéos TikTok, hein, mais à la fin de la journée, ils auront laissé sur le terrain beaucoup d'hommes, beaucoup d'équipements, pour rien en retour. Et le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils ont des moyens limités, ils peuvent pas se permettre ce genre de dinguerie d'aller faire une chevauchée fantastique en Russie sans avoir quelque chose de concret. Rappelez-vous qu'un des buts de cette opération était de tenir du terrain pour l'échanger. Ce qu'on perd dans le Donbass, on le prend en Russie et on l'échange. Ils sont pas capables de tenir le terrain qu'ils ont pris. C'est un énorme constat d'échec. Et ouais, on se demande qui a pris ces décisions, mais bon. Ouais, nous ne sommes que des observateurs, on regarde et voilà. Penses-tu qu'ils vont continuer vers Soumy? Je pense pas. Je pense pas, mais je suis incapable de te dire pourquoi. Je dis juste que je pense pas, le front n'est pas là, le front est dans le Donbass. Là, ils vont les raccompagner à la frontière, les dégager, et voilà. Peut-être, hein, mais je pense pas. Donc ouais, Kursk, c'est fini. Kursk, c'est fini, et je pense que... Ouais, d'ici 1 ou 2 mois, les Ukrainiens seront de retour derrière la frontière. Voilà. Donc ouais, pas grand-chose d'autre à dire à Kursk. On va basculer sur les autres fronts maintenant, d'accord? On va aller voir le front de Kupiansk. Même pas! On va aller à Vovchansk. Vous vous rappelez de Vovchansk? On se bat à Vovchansk, dans la ville de Vovchansk. Alors, là, l'avantage, c'est que les cartes sont superbement précises. Les Ukrainiens avaient pris l'usine, avaient repris l'usine, s'étaient refait dégager par les Russes quelques jours plus tard. Ça, c'est Vovchansk avant les combats. Si vous regardez, la ville est à peu près intacte. Je vais vous montrer à quoi ressemble Vovchansk aujourd'hui. Vovchansk aujourd'hui ressemble à ça. La ville n'existe plus. Ça, c'est Vovchansk. Vous voyez, c'est la même ville, hein. Voilà Vovchansk. La ville n'existe plus. Plus personne n'habitera là, tellement la zone est polluée. Il reste... Même les fondations des maisons sont juste là. La dévastation. Ils peuvent même plus se battre parce qu'il n'y a même plus de couvert. Et la ville de Vovchansk n'existe plus. Ça a son importance. Et c'est un peu un front secondaire aujourd'hui, Vovchansk. La plupart des troupes sont à Kursk, les mecs qui combattaient dans ce coin-là. Et c'est vrai que les Russes ont tellement mis la sauce à Vovchansk qu'on a vu des choses tomber à Vovchansk que ni les Russes ni les Ukrainiens, les gens qui regardent le conflit un peu de l'extérieur, savaient ce que c'était. Des machins absolument gigantesques, des bombes sûrement de plusieurs tonnes, peut-être des FAB 3000 thermobariques, des trucs... et la ville n'existe plus. Mais c'est la doctrine de feu russe. Quand on tombe sur un noyau, on met la sauce et on rase tout. Ça marche dans le Donbass. Là, il y a un manque de moyens humains sûrement pour exploiter derrière parce que les troupes sont à Kursk. Mais on se bat à Vovchansk ouais, comme des chiffonniers, il n'y a plus rien. La ville n'existe plus. Ça, c'est toute la partie nord de la ville. Ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe là-bas. C'est brutal, hein. Donc là, la jolie carte satellite, vous y fiez pas. C'est un champ de ruines, le machin. Hein. Voilà. De soldats sud-coréens, non, mais les mecs, arrêtez. Fab 9000, non, je pense pas. Un avion, il faut un Tu-22, un Tu-122 pour larguer ça. Il n'y aura pas de soldats sud-coréens, les mecs. Les Sud-Coréens, peut-être, dans le renseignement ou l'intelligence. Mais tu n'auras pas de soldats sud-coréens sur le terrain. Et les Occidentaux ne viendront pas sur le terrain en Ukraine. Parce que dans ce cas-là, les Russes pourront les tuer. Et il va faire quoi, Macron, si on commence à ramener 40 cercueils? Il déclare la guerre à la Russie, Macron? Non. Il peut pas, il a pas de couilles. Et c'est une puissance nucléaire aussi, et nous aussi. Donc non, malheureusement, faut un Beer ou un Black Swan pour une fan de AK, absolument. Un Su-34 peut pas larguer ça. Donc ouais, c'est des mini-Stalingrad, absolument. C'est des combats urbains d'une violence assez folle, et c'est du combat de ruines, c'est du combat urbain, on va avoir beaucoup de combats urbains aujourd'hui. Voilà. Donc oui, les Sud-Coréens vont faire plus du travail dans le militaire, absolument pas. Absolument pas, je suis clown. Je suis clown et expert en expertise. Très important, expert en expertise.
Donc ouais, le front de Wolfshank, ça va pas bouger. Pour la simple et bonne raison que le fion, le fion, les mecs, il est tellement élargi que vous pouvez passer sans toucher les bords. Non, le front est vitrifié ici dans la ville. Donc on se bat peut-être aux alentours de la ville, mais même plus dans la ville parce qu'il n'y a plus rien pour se battre. La progression est juste absolument abominable. Donc, et comme peut-être qu'avec la fin du front de Kursk, pendant l'hiver, ça va redynamiser la zone. Mais pour l'instant, on voit que les coupures humides, la Vovcha sert de frontière entre les Russes et les Ukrainiens. Et que ça ne bouge pas de la zone. Donc ici, c'est sûrement un des fronts les plus statiques pour le moment. On va aller sur un autre front dynamique, qui est le front de Kupiansk, qui est généralement un petit peu délaissé du reste du Donbass. Donc Kupiansk est tout au nord. On avait déjà parlé la semaine dernière, il y a un mois, pardon, de Kupiansk. Voilà le front de Kupiansk. On va aller voir ce que dit Deep State de Kupiansk. Ce qu'eux en pensent. Ouais, ils ont... comme je dis, c'est un peu plus conservateur que les pro-russes, mais c'est quasiment la même chose. Donc ouais, les Russes continuent d'avancer vers Kupiansk. Tout ça, ça a été pris dans les dernières semaines. Donc la bataille de Kupiansk est déjà commencée. Hein. On voit des fabs qui tombent à Kupiansk. Les Russes sapent, commencent déjà à raser la ville. Et voilà. Un autre point important, la coupure humide qu'il y a à Kupiansk, j'en ai déjà parlé, c'est la rivière Oskil. Vous voyez l'Oskil, qui n'est pas un fleuve, mais une rivière quand même extrêmement gênante. Vous la voyez, l'Oskil là. L'Oskil est extrêmement importante dans le coin. Puisqu'elle coupe du nord au sud de la frontière russe jusqu'à de Kupiansk. Donc Kupiansk est coupé en deux par l'Oskil et descend très très au sud. Donc là, tous les réservoirs sont des réservoirs de l'Oskil. Et vous pouvez vous en douter, toutes les troupes ukrainiennes qui se battent à l'est de l'Oskil, toute leur logistique doit passer sur l'Oskil. Et le problème, c'est que vous avez 3 ponts sur l'Oskil. Vous avez le pont de Borivska qui a encore été détruit avant-hier à coup de fab. Vous avez le pont... Hop là, viens là, de Avtoshka qui... Avtoshka-Kaya qui lui, maintenant est sous le contrôle, ou en tout cas à ce moment a été détruit aussi, et les Russes contrôlent la zone. Et vous avez Kupiansk en point de passage. On va passer sur Deep State. Deep State est pratique aussi pour voir les progressions. Il y a un mois, je vous avais dit que la première armée blindée de la garde était en train de faire un sale coup et était en train de progresser en tapinant. C'était il y a un mois. Vous voyez là, les Russes avaient percé les défenses ukrainiennes et les Russes, sans aucun doute, essayaient d'atteindre l'Oskil pour couper la logistique ukrainienne dans ce secteur et aussi arriver en plein sur un des points de passage solides de la zone. C'était il y a un mois. Je vous avais dit que ça sentait pas bon du tout pour les Ukrainiens. Vous pouvez vous en douter. En l'espace d'un mois, et ça c'était la semaine dernière, les Russes ont atteint le skill. Donc ça c'est très, très conservateur. Voilà ce que dit une carte plus pro-russe. À prendre entre les deux, hein, comme toujours. Ils sont sur le skill. Donc les Russes ont atteint le skill cette semaine, la première armée blindée de la garde, et a totalement coupé le front de Kupiansk en deux. Ça va être un énorme problème pour les Ukrainiens cet automne et cet hiver. Ça l'est déjà. Pour faire simple, vous avez un seul point de passage solide au nord pour des tanks et des véhicules lourds à Kupiansk. Et au sud, le seul point de passage, le pont ici, est verrouillé désormais. Pareil pour les voies logistiques. Et l'autre pont là, les Russes s'acharnent dessus. Dès qu'il est reconstruit, les Russes le détruisent. Pour faire simple, il n'y a plus de passage. Il n'y a plus de point de passage solide pour gérer toute la logistique, le turnover des troupes et tout ça. Donc c'est possible sans trop de problèmes de faire passer via des gués, des ponts flottants, des pontons et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué en termes de tâches logistiques, surtout avec l'omniprésence de l'aviation russe et des FAB, et aussi des drones de reconnaissance. On a vu les Russes systématiquement détruire tout ce qui flotte sur l'Oskil. Donc là, c'est un travail de sape dans le long terme. Les Russes ont parfaitement conscience qu'ils ne vont pas faire des percées fantastiques dans la profondeur sur l'Oskil, mais ils vont peu à peu affaiblir les défenses ukrainiennes, saper les défenses ukrainiennes en tapant la logistique. Ça va mettre sûrement plusieurs mois, 6 mois,
peut-être à tout nettoyer ici. Mais les Russes, là, viennent de frapper un sacré coup en coupant le front de Kupiansk en deux. Ça va être un gros problème. Ça va être un gros problème pour les Ukrainiens dans les prochains mois, pendant l'hiver et même pendant les boues de cet automne. El famoso 30 mois, sub pour l'Ukraine, toujours. Les drones kamikazes, ça devrait pas exister. C'est pas une question d'exister ou pas, c'est une question d'efficacité. Est-ce que c'est efficace? La réponse est oui. Si avec un drone à 200 €, tu neutralises un tank à 2 millions et l'équipage qu'il y a dedans, c'est rentable. La guerre, c'est pas une question d'exister ou pas, c'est une question de rentabilité et d'efficacité. Les Russes ont des drones kamikazes, les Ukrainiens utilisent des drones kamikazes parce que c'est facile à mettre en œuvre, ça coûte pas cher et c'est extrêmement rentable. Tout simplement. Voilà. Les FAB, c'est des bombes guidées russes. Les FAB, en fait, elles sont larguées par avion en arrière du front. Donc ce sont des bombes équipées d'un kit planeur et elles viennent avec précision tomber directement sur les zones. Et rien que par semaine, les chiffres, c'est entre 500 et 1000 FAB qui tombent sur le front. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les Russes vivent maintenant des FAB. C'est ce qui amène énormément d'appui-feu. Donc entre 500 et 1000 FAB par semaine, comptez par jour ce que ça fait. Et les Ukrainiens subissent ça parce qu'ils ne peuvent pas empêcher les FAB de tomber. Donc là, le secteur de Kupiansk va devenir de plus en plus compliqué pour les Ukrainiens dans les prochains mois, à cause de la première armée blindée de la garde qui a coupé en deux tout le dispositif ukrainien. Ça va être la merde ici. Un front qui n'a pas trop bougé, un petit peu quand même, c'est le Salient de Siversk. Ici, alors on a eu des vidéos géolocalisées comme quoi les Russes avaient pris la bourgade, mais Deep State, je crois, refuse de l'accorder. Allez savoir, comme je dis, si on a vidéo géolocalisée, c'est qu'on peut supposer que les Russes ont pris une partie de la ville. On avait eu des fausses news sur une journée comme quoi les Russes avaient percé tout au nord. Ça s'est avéré faux ou partiellement faux, ça a été annulé. Et là, les Russes disent que ça contrôle Bilorovka. Deep State dit que Bilorovka est toujours aux mains des Ukrainiens. On s'en fout. À la fin de la journée, ce qu'on est sûr, c'est que ça bouge pas beaucoup dans le saillant de Siversk. C'est un des secteurs calmes du front. Je dis calme. Calme ne veut pas dire que ça tire pas. Regardez dans le secteur de Bilorovka. Qu'est-ce que vous voyez sur la carte satellite là? Regardez bien. Regardez bien. La carte satellite. Elle est vieille la carte satellite là. Mais ça vous donne une idée. Zone grise. On va appeler ça une zone grise. Purée les impacts. Tous les points que vous voyez, c'est des cratères d'obus les mecs. C'est Verdun. Tout ça, tous les points, toutes les zones un peu blanches, c'est de l'artillerie. Parce que c'est une route de ravitaillement. Bilorovka est ravitaillée par une route, sous le feu, constant, de l'artillerie russe. Tout ce que vous voyez là, c'est l'artillerie russe, sur des kilomètres, qui tape absolument tout. Ça vous donne un peu une idée. Donc quand les mecs me parlent de 1000 soldats nord-coréens, je rigole. Les Nord-Coréens ont envoyé des millions d'obus et continuent de faire tourner leur production d'armement pour les Russes. Ça permet ce genre de dinguerie. Regardez un peu. Tous les points. Tout ça, c'est des impacts d'artillerie. Donc quand je vous dis que le front, le secteur est calme au niveau mouvement, ça ne veut pas dire qu'il est calme au niveau intensité. C'était Pierre Verdun, oui, mais c'est encore un autre type de guerre. Mais en termes de concentration de feu, on n'a jamais vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Le nombre d'obus par mois, c'est dément. Donc Bilorovka, regardez la ville, les Ukrainiens se battent là-dedans. La ville, là, déjà sur la photo, n'existe plus. La carte, là, elle date, la photo satellite date peut-être de cet été. On voit que c'est vert. Il y a déjà plus rien. On se bat dans des ruines, sur des fondations. Et voilà. Ça leur coûte combien un obus d'artillerie? C'est pas une question de coût, plus de combien tu es capable de produire par jour. Il faut voir ça comme des industries d'échelle. Un obus, ça coûte rien aux Russes. Ça coûte beaucoup plus cher aux Occidentaux. Il faut voir combien tu es capable d'en faire par jour. J'avais déjà parlé dans des minutes géopolitiques des chiffres de la production d'obus. Les chiffres sont dingues, on parle de millions d'obus. Voilà. Bonjour la pollution des sols, absolument. Ces zones-là sont plus habitables. Ça va devenir des zones rouges après-guerre. Il faudra des années,
ne serait-ce que pour tous les obus qui n'ont pas explosé, les mines et tout ça. Donc ouais, ça vous donne un petit peu une idée de l'intensité des feux. Si vous regardez au sud, regardez, il n'y a quasiment plus d'explosions. La raison de pourquoi les Russes tirent là, c'est la route logistique. Voilà, tout le ravitaillement passe par là. Les Russes bombardent la route dès qu'il y a des convois et tout ça. Et les artilleurs ont simplement les canons qui sont déjà préparés pour tirer sur ces coordonnées-là. Voilà. Donc ouais, le saillant de Siversk. On va aller un peu plus au sud. Et on va aller... Hop là, Siversk. Hop. On va aller à Chaziviar. La situation s'est aggravée pour les Ukrainiens la semaine dernière à Chaziviar. Donc Chaziviar, vous vous rappelez, le micro-canal avait été un obstacle terrible pour les Russes. Ne serait-ce que faire passer des véhicules, des blindés. Les Russes ont été capables de s'accrocher, de gratter du terrain. Et il y a 5-6 jours de ça, les Russes avec des blindés ont percé le sud de Chaziviar, de près de quasiment 4 km. Et on a eu des drapeaux russes qui ont été levés, ça c'est sûrement une sablière je pense, qui ont été levés dans les bâtiments ici. Pour faire simple, vous avez tout le sud de Chaziviar qui est exposé maintenant. Les Russes ont franchi le micro-canal, on a aussi eu des tanks et des blindés. Là encore, hein, la ville n'existe plus. Hein. C'est que des ruines ça, hein. Ça a été dévasté. Hein. Donc Chaziviar, la défense de Chaziviar, c'est finito. Ça va tomber sûrement dans 1 ou 2 mois. Les Russes maintenant ont fait le plus dur. Franchir le canal était le plus dur. Et là, les Russes maintenant vont avancer à coups de fab et à coups d'artillerie. Et il y a encore quelques semaines de floraison, de feuillage. Sans aucun doute que les Russes vont pas attaquer en frontal et vont chercher sûrement à s'emparer des zones habitées au sud, commencer à encercler par le nord. C'est comme ça qu'ils font les Russes maintenant. On évite de perdre trop d'hommes en combat urbain. Il vaut mieux encercler les villes, laisser l'artillerie et l'aviation assouplir un petit peu les cibles. Mais les Russes viennent de faire un énorme pas à Chaziviar. Le front n'avait pas bougé depuis plusieurs mois. En sortant vraiment du micro-canal et en perçant au sud. La défense ukrainienne est, je pense, gravement compromise à Chaziviar. Pourtant, ils ont tenu pendant un bout de temps à Chaziviar. Mais écoutez, il fallait faire des vidéos TikTok à Kursk, les mecs. Hein. On peut pas être partout à la fois. Hein. Donc ouais, Chaziviar, c'est compliqué. Très compliqué. On va continuer à aller dans le sud. Et on va aller voir ce qui se passe à Toretsk. Là encore, les Russes et les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Dès qu'il y a du combat urbain, généralement, on n'est pas d'accord. Le combat urbain est moins fluide que ce qui paraît en niveau organique sur les cartes et au niveau des combats. Une ligne ne signifie pas qu'il y a une ligne de front. C'est plus des quartiers de maison qui sont tenus, d'autres quartiers de maison qui ne le sont pas. Donc c'est normal qu'il y ait tout ce côté un peu aveugle. Les Ukrainiens tiennent encore ça par exemple ça a changé. Les Russes pensaient que tout avait été pris, c'est pas le cas. Deep State n'était pas non plus d'accord. Donc comme je dis, il y a beaucoup d'imprécisions dès qu'il y a du combat urbain. Mais en tout cas ça pète. Et les Russes ont fait des très gros progrès en direction du centre-ville de Toretsk. A ton avis, les Russes vont arrêter de pousser en hiver? Absolument pas. Les Russes ne s'arrêteront plus de pousser. La conclusion que j'en tire depuis 8 mois d'offensive, c'est que les Russes ont atteint un rythme de croisière pour moi, que je ne comprends pas. Mais ils parviennent à continuer à pousser. Et l'année dernière, ils sont passés à l'offensive en octobre. Ils avaient commencé à attaquer au pire moment, au pire des conditions, octobre-novembre à Avdiivka. Ils avaient attaqué pendant la pire saison météo. J'ai aucun doute, je pense que les Russes vont continuer à attaquer. Ils ont atteint leur rythme de croisière de combat. Et ils vont continuer sur ce rythme. Il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent. Donc ouais, à Toretsk, on a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui s'y passe. Mais les Russes, dans les dernières semaines, ont fait d'énormes progrès. Ça bourrine en centre-ville. Là encore, la situation est sombre pour les Ukrainiens. Hein. Chaziviar, c'est pas bon. Toretsk, c'est pas bon non plus. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a quelle armée capable de ça, notamment en Europe? Personne. Absolument personne. Ce que font les Russes et les Ukrainiens en ce moment, personne n'est capable de faire ça parce que personne ne l'a jamais fait. Eux se battent comme des chiffonniers depuis plus de 2 ans maintenant.
bientôt 3 ans. Et ils sont dans une autre division en termes d'opérationnalité. Voilà. Au mieux, on peut essayer de former leurs soldats pour la base, et après, ils apprennent sur le terrain. Mais ce que font les Russes et les Ukrainiens au niveau tactico-opérationnel, personne n'a le niveau en Occident, quoi. Même pas la Pologne, personne. Y a pas de meilleure expérience que le feu, les mecs. Je sais que certains, vous faites des films sur les soldats professionnels et tout ça. Ils font la guerre depuis 3 ans. Imaginez ce qu'ils en ont retiré et de la qualité individuelle de certains cadres maintenant. Ça se ressent sur le terrain. Les Russes, en 8 mois, ils font plus la guerre de la même façon. Et c'est pour ça que les Russes avancent autant. Il y a 1 an et demi, ils étaient incapables de faire ça, les Russes. Maintenant, ils ont atteint un niveau d'opérationnalité parce qu'ils se sont adaptés au type de guerre. Et il y a de l'apprentissage des deux côtés. Des doctrines désuètes. Tu leur apprends les bases. Et après, ils apprendront à la dure sur le terrain. Donc Toretsk, c'est pas bon non plus. Et je pense que Toretsk, tout comme Chaziviar, vont tomber dans les 2-3 mois qui viennent. Voilà. Les Russes s'arrêteront au Dniepr. Je pense qu'ils iront pas jusqu'au Dniepr. Je pense que la guerre sera terminée bien avant. Je pense, mais là encore, j'ai peut-être tort. Je pense que les Ukrainiens vont lâcher du lest en 2025. Je sais pas quand. Mais ça peut plus continuer à ce rythme. Les Russes sont en train de gagner. Je sais pas comment le dire autrement. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Jamais les Russes n'ont été autant à l'offensive. Jamais ils n'ont autant progressé dans tous les compartiments du front. On va maintenant aller dans le coin chaud. Vous croyez que c'était chaud, ça? Vous savez qu'on n'a pas encore commencé les mauvaises nouvelles, hein? Ça, c'est les secteurs les plus calmes du front. On va aller où ça pète, là. Où ça pète aujourd'hui et hier. Hein? On va aller dans les coins chauds. On va aller dans le secteur de Prokrovsk. C'est là que ça pète très très fort. Vous vous rappelez Deep State. On va aller un peu plus au sud. Et on va faire un petit 3 mois en arrière, ok? On va aller en juin. Voici le vrai secteur du front problématique. Je peux même plus aller plus en arrière. Ah si. Voilà ce qui s'est passé en quelques mois. Allez, juillet. Juillet. Les Russes sont parvenus par un coup de maître à percer à Otcheriné et à s'engouffrer dans la brèche, à Prores. Il y avait toute une ligne de défense ukrainienne majeure, du nord au sud, sur les collines, derrière la rivière Vovcha. Pour faire simple, les Russes ont réussi à s'incruster au nord de la ligne de défense sans avoir à l'affronter. Et ça a été un gigantesque domino qui est encore en cours aujourd'hui et qui est catastrophique pour les Ukrainiens. La carte parle d'elle-même. Voilà. Oh là là, c'est catastrophique. Ça a encore changé aujourd'hui. Pour faire simple, regardez comment c'était il y a 3 jours. Voilà, dans ce coin-là. Vous avez la ville de Seldovier. Les Russes avaient failli la prendre il y a plus d'1 mois, mais les Ukrainiens avaient contre-attaqué. Et quand les Russes... C'est toujours la même stratégie. Hein. Quand les Russes tombent sur une noix un peu trop solide, hein, on la contourne. C'est typique. Et regardez, hein, on utilise la voie ferrée au sud. Et on s'incruste. Hop, Seldovier. Et hier, les Russes sont passés à l'offensive. Je vais passer sur l'autre carte, qui est un peu mieux foutue pour comprendre ce qu'ont fait les Russes. Voilà une carte un petit peu moins pro-Ukraine. Depuis quasiment une semaine, il n'y a plus qu'une route pour ravitailler. Et cette route est quasiment coupée, pour faire simple. Ça, là, on pense que c'est plus possible de se replier. Seldovier est encerclé. J'ai quelques photos de Seldovier. Vous allez voir que vous allez faire la différence par rapport à Wolfshank. Seldovier, ces photos, elles ont été prises hier. Voilà. Donc là, on a eu des drapeaux russes qui ont été levés hier, à la grande panique des pro-ukrainiens qui ne comprenaient pas comment toute la partie est de la ville s'était effondrée en une journée.
Donc les troupes d'assaut russes sont montées à l'attaque et ont commencé à nettoyer ça. Sûrement que les Ukrainiens ont commencé à se replier aussi. Donc c'est pour ça que ça va aussi vite. Hein. Et voilà ce que ça donne en drone. Est-ce que vous voyez, vous reconnaissez un peu la carte? Vous voyez l'étang? Je vais virer celle-là. Je vais vous zoomer le... Donc ça, c'est des photos qui sont extrêmement récentes. Hein. Ça, elle a été prise par un drone sûrement russe hier. Voilà, attendez. Regardez, vous voyez la rivière? Donc voilà à quoi ressemble Seldovier. Vous noterez que Seldovier est intact. Les Russes avancent tellement vite, désormais, qu'ils n'ont même plus besoin de détruire les villes. Ils coupent la logistique ukrainienne en encerclant, harcèlent la logistique, et les positions des Ukrainiens, s'ils ne veulent pas se faire encercler, les positions sont intenables, et ils doivent se replier. Donc c'est des grandes agglomérations, ça. Vous savez, il y a peut-être plus de 10 000 habitants. À Toretsk, à son heure de gloire, il y avait plus de 100 000 habitants. On parle de grandes villes, quand même. C'est pas des toutes petites bourgades. Les gens me disent parfois, les Russes ont pris un champ. Ils prennent pas des champs, ils prennent des agglomérations entières. Vous avez partout des mines de charbon. On est dans un des coins les plus miniers d'Europe, ici. Il y a des gigantesques mines de charbon. Il y a la plus grande aciérie ukrainienne juste à côté, derrière Prokrovsk. Et les Russes sont en train de rentrer là-dedans comme dans du beurre. Et Seldovier, à une époque, il aurait peut-être fallu aux Russes 6 mois pour prendre Seldovier. Ils vont prendre Seldovier en l'espace d'un mois. Et c'est un gros problème pour les Ukrainiens. Donc ouais, ça vous donne un peu la vitesse du front. À quel point ça va vite. En l'espace d'une journée, les Russes ont quasiment pris la moitié de la ville. Donc probablement que les Ukrainiens sont en train d'essayer de se replier. Mais se replier alors que vous avez les Russes dans votre dos et que la seule axe de sortie, la E50... Regardez, les Russes, ils sont pas cons. Hein. Ils sont allés couper l'intersection. Ou en tout cas mettre l'intersection sous le feu. Sûrement qu'il y a du soldat russe ou du blindé dans les lignes de haies qu'on voit ici. Il y a encore du feuillage, on peut s'y dissimuler. Donc c'est une 4 voies. Hein. Regardez. Vous voyez? Vous coupez ça. N'oubliez pas que les premiers orages sont arrivés. Le terrain va commencer à être boueux. Vous avez une garnison de 1000 hommes ou 2000 hommes ici, une brigade entière. Par jour, va falloir amener la bouffe, va falloir amener les munitions. Les ponts sont intacts. Alors, il n'y a pas besoin de pont dans ce coin-là, vu qu'il n'y a pas de coupure humide. Regarde, ça, c'est un espèce de petit barrage. Il n'y a pas de pont à Seldovier. Donc, dès qu'il n'y a pas de pont et pas de coupure humide, ça facilite les trajets. Les Russes ont utilisé les voies de chemin de fer et les coupures. Vous voyez les bandes de forêt? Ça fait des barrières anti-son. Les Russes utilisent ça pour progresser et s'infiltrer. Et ils ont été capables d'encercler Seldovier et mettre une telle pression logistique que les Ukrainiens doivent se barrer maintenant. Parce que la ville est simplement intenable. Vous voyez le truc? Je peux mettre les liens. Je peux vous mettre le lien de cette carte si vous voulez. Voilà. Et je peux vous mettre Deep State aussi si vous voulez. Ça permet de voir la progression au mois le mois. Voilà. Vous pensiez que la situation était grave là? Attendez, c'est pas fini. Il y a une autre ville au sud à qui il arrive le même sort. Voici 2 villes. Il s'agit de Irnik et de Kurakivka. Les Russes ont fait exactement la même chose. Sont en train d'encercler la ville. Ça, c'est tombé hier. Vous voyez le bled de Ismailivka? Ça a été pris hier. Là, les photos de drone que je vais vous montrer, elles sont sorties quasiment tout à l'heure. C'est une unité dont j'ai déjà parlé. Hop là. Ça, c'est les soldats russes qui mettent les drapeaux. Il y a une guerre des drapeaux. Comme je vous dis, les gens, on sait qu'on est filmé, on sait qu'on est sur les réseaux sociaux. Et il y a une volonté de mettre des drapeaux. Il y a sans aucun doute de la compétition entre les unités qui sont présentes sur place. Et on voit des soldats parfois prendre des risques totalement dingues pour planter des foutus drapeaux. Des mecs courir sous le feu ennemi 300 mètres pour aller planter des drapeaux et tout. Les mecs sont prêts à mourir pour aller planter des drapeaux. Et là, pareil, des soldats russes. Donc c'est pas n'importe quel drapeau, c'est le drapeau de la 114e brigade mobile motorisée qui est là depuis 8 mois. Cette unité, à chaque fois, je monte ces drapeaux parce que elle est tout le temps à la pointe du dispositif. C'est eux qui vont prendre les bleds dangereux. Et ça encore, c'est du textbook de ce qu'ont font les Russes. Regardez la ville. Regardez la ville de Irnik. Au sud, les Russes ont pris la ville de Maximilivka la semaine dernière, ça a été bouclé. Ils ont coupé la retraite au sud,
Là, les Russes sont même dans ce coin-là. On ne sait pas trop exactement. Les Russes ont pris Zodanier hier. Vous voyez ça, là? Ça a été pris hier ou avant-hier. Avant-hier, je crois. Et... comment ils font pour se replier, les Ukrainiens? Vous avez une gigantesque coupure humide au sud. J'ai une photo de ça. Vous allez comprendre. Alors, Seldovier... vue de drone de Kurakovier. Voilà. Vous la voyez, la grande coupure humide? Donc les Russes, là, vous voyez ma sale tête? Les Russes ont pris ce village. Tout au fond, vous avez Kurakovier. On voit la gigantesque usine de Kurakovier. Et la ville de Irnik serait à droite. Donc les Russes tiennent ça. Pas possible de se replier par le sud. Vous avez une énorme coupure humide. Et le problème, c'est que les Ukrainiens se sont encore fait encercler dans Irnik. Plutôt que d'attaquer frontalement, les Russes sont allés occuper toutes les positions ici. Et maintenant, les Ukrainiens, pour ravitailler la ville et évacuer, n'ont plus qu'une route. Ils se sont fait avoir attraper de la même façon que... Ça c'est pas des hasards. Hein. Il y a des gens qui pensent à ça. Les Russes font la guerre de cette façon parce qu'ils ont trouvé les faiblesses des Ukrainiens. Ça c'est du commandement. Ça, c'est de la leçon tactico-opérationnelle. Donc écoutez pas les gens qui vous disent que les Russes se battent avec des pelles et savent pas se battre. Il y a des officiers qui... Ça c'est pensé. C'est totalement pensé, prémédité. Et les Russes sont maintenant sous le feu. Le seul axe... Ça, c'était l'axe logistique nord. Les Russes l'ont coupé. Il n'y a plus que l'axe logistique sud qui descend comme ça et qui est quasiment sous le feu des mecs à Ostrivke. Ça, c'est pensé, c'est prémédité. Et c'est la merde pour les Ukrainiens. Parce que là encore, il y a peut-être une brigade entière à ravitailler, à faire du turnover, à évacuer, à renforcer. Et ils vont pas en être capables. Si demain, il y a un orage violent dans la zone et qu'on peut plus faire du tout-terrain de nuit, bah, il faudra juste passer par cette route de merde. Et vous pouvez être sûr que là, c'est du plat. Attendez, on va aller voir Deep State, ce que ça dit le terrain. Deep State, l'avantage, c'est qu'on a la carte topographique. Ok. Donc là, vous avez Kurakivka est sur une colline. Donc les Russes ont pris... donc vous voyez que Deep State est en retard. Pourquoi est-ce que je peux vous dire que Deep State est en retard? Parce qu'on a des soldats russes avant-hier. J'ai la photo en drone où on voit des soldats russes, sûrement je crois au sud du pont là, qui franchissent la Vovcha et qui prennent d'assaut Zoriane. Voilà. Une porte de sortie, mais absolument Alex. Le but c'est de les laisser sortir. Le but des Ukrainiens est d'éviter le combat urbain. Le combat urbain coûte horriblement cher. Les Russes ne veulent pas faire du combat urbain. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la logistique, laissent une porte de sortie, et c'est plus simple de tuer les gens quand ils quittent la ville par le seul axe possible à coups de drone et d'artillerie, plutôt que de se battre en ville et d'aller les chercher, baïonnettes au canon et à la grenade, dans chaque maison. C'est de la stratégie, c'est pensé. Et ça, c'est vraiment la nouvelle doctrine russe qu'on voit émerger depuis 8 mois. C'est la nouvelle façon de se battre, et ça fonctionne horriblement bien. Et les Ukrainiens sont en train de se faire croquer et n'ont pas trouvé encore la parade viable à ce type de combat. Ça coûte beaucoup moins cher aux Russes en vie humaine, c'est que des petits groupes d'assaut. On a encore parfois des gros groupes de combat, avec des blindés et tout, mais vous verrez rarement plus de 2-3 véhicules qui attaquent sur des positions. Donc là, le problème, c'est que les Ukrainiens se retrouvent encore encerclés. Et ces textbooks, vous avez, je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez 2 villes, simultanément, à quelques kilomètres d'écart, qui subissent la même doctrine opérationnelle. C'est très intéressant, en termes simplement de compréhension de comment les Russes font la guerre et de comment le style de combat russe a évolué en l'espace de 1 an et demi. Ça veut éviter les combats urbains, ça veut éviter les pertes humaines, éviter de perdre trop de soldats. Donc on tape dans les flancs, on trouve les lignes logistiques et on laisse les mecs pourrir sur zone en les matraquant à coups de fab. Voilà. Et tout ça, c'est des villes forteresses. Hein. Donc là, le but, c'est de faire sauter ces 2 villes. Derrière, il n'y a plus rien. Derrière, il n'y a plus une seule ville majeure. Ça va être la marche vers l'ouest. Et le but va être de sécuriser le sud de Prokrovsk. Vous voyez là, Prokrovsk est une des dernières grandes forteresses du Donbass. Le but, pour pousser vers l'ouest, il faut faire sauter ces 2 villes. Après ça, va falloir pousser. Et je pense que dans le prochain mois, 2 mois, Seldovier est déjà considéré comme tombé. Hein. Regardez Deep State. Deep State considère Seldovier
comme déjà perdu, hein. Là, il n'y a aucun doute. Si même les pro-ukrainiens... Hop, attendez, on va passer en SAT. Ouais, les Ukrainiens considèrent que c'est déjà perdu, Seldovie. Voilà. Donc c'est finito pour ça. Et sans aucun doute que les Russes, dans les prochaines semaines, vont commencer à encercler Pokrovsk. Ils vont faire la même chose. Les Russes sont méthodiques, hein. Les Russes prennent leur temps pour faire la guerre. On pourrait se penser qu'ils devraient être super pressés et tout, pas du tout. Les Russes prennent leur temps. Ils font sauter les verrous les uns après les autres. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu tenter, là. Ça fait quasiment un mois maintenant qu'ils sont sur la colline ici, hein. Je vais vous montrer. C'est une colline, c'est un terrain qui est absolument pas favorable à l'offensive. Voilà. Là, c'est vraiment de la colline. Il faut monter à l'assaut. Les Russes, on aurait pu se dire, auraient pu essayer de pousser et essayer d'atteindre Pokrovsk. Pas du tout. Ils ont mis la hall là. Ils se sont arrêtés pour privilégier de faire sauter Kurakivka, Seldovier, pour s'ouvrir le sud de Pokrovsk et peut-être commencer à encercler Pokrovsk par le sud, exploiter le terrain qui est favorable à l'attaque ici. Les Ukrainiens n'ont pas de ligne de défense dans ce coin-là. Malheureusement, il n'y a rien. Et commencer à encercler Pokrovsk. Ce qu'on voit là, c'est les débuts de la bataille de Pokrovsk. Je pense qu'il y a des gens chez les Russes qui pensent déjà à long terme de prendre le nœud routier. Et l'autre objectif des Russes majeurs, c'est Kurakovie. Vous pouvez comprendre pourquoi. Regardez la carte. Vous avez voie ferrée et surtout axe routier. Il n'y a même pas de voie ferrée. La voie ferrée passe par le nord et elle est déjà coupée par les Russes. Mais vous avez un Kurakovie qui est une ancienne grande base logistique ukrainienne. Les Russes sont déjà devant Kurakovie. Et vous vous rappelez, il y a un mois, les combats, c'était Vuhledar. Il y a un mois, on avait Vuhledar était sur le point de tomber. Regardez, il y a un mois. Je me rappelle de la minute géopolitique d'il y a un mois. Regardez, c'était le 26. Voilà, le 26, quand j'avais fait la minute géopolitique, on avait des combats dans Vuhledar. Voilà. Les soldats nord-coréens, si c'est avéré, oui, c'est avéré, c'est confirmé, et ça n'a aucune importance. Ils vont se battre à Koursk, ils sont pas nombreux, c'est l'effectif d'une grosse brigade, ils viennent sûrement récupérer de l'expérience, tester des équipements, et voilà. Donc ouais, vous pouvez voir que en l'espace d'un mois, les Russes ont été méthodiques, Vuhledar est tombé, et ça avance. Ça pousse. Devant Boyo Avlemka, je crois que j'ai vu les Russes se faire casser la gueule sur une attaque hier ou avant-hier à Bolavlenka. Mais ils vont faire la même chose. Si la ville tient trop bien, ils vont la contourner, ils vont trouver une brèche, ils vont s'engouffrer, et les Ukrainiens ne peuvent pas défendre partout, il n'y a pas des lignes de défense partout. On est déjà sorti là des grandes lignes de défense du Donbass. Donc et le reste du front est plutôt calme. Ce que je vais appeler le front de Zaporozhye, c'est plutôt calme par rapport à ce qui se passe. Le point chaud désastreux du front, c'est toujours ici. Hein. Voilà. Bon alors, que dit le chat? Ouais, peut-être que je raconte que des conneries, hein. Peut-être que les Ukrainiens sont en train de gagner, hein. Mais là, les cartes, elles mentent pas, hein. Ça sent pas bon du tout, hein. Ça sent pas bon du tout. Et donc la question, est-ce que les Russes vont s'arrêter? Je pense que non. Je pense que les Russes ne vont pas s'arrêter parce que ça fait plusieurs mois que moi je ne comprends pas comment ils arrivent à tenir un tel rythme offensif. On est, je crois, à 140 assauts par jour en moyenne sur la ligne de front. C'est quoi l'objectif de Poutine finalement? Il veut quoi? Il veut le Donbass? Il veut la démilitarisation de l'Ukraine? Je répète toujours, quand on dit démilitariser, c'est un terme très gentil pour dire on bute le maximum de soldats ukrainiens pour les empêcher de se battre, et on veut que l'Ukraine reste neutre et ne rejoigne pas l'OTAN. La Russie fait la guerre pour ça, tout simplement. Et ils ne s'arrêteront pas tant que les Ukrainiens n'auront pas signé en bas à droite leur soumission à ces termes, en tout cas. Et pour le moment, les Russes, ils sont en train de conquérir le Donbass. Voilà, ils sont en train de conquérir le Donbass. Et voilà. Hein. Je comprends pas comment les Ukrainiens réussissent à tenir. Ben, les Ukrainiens, ils ont aussi des hommes, hein. Et les Russes sont incapables. L'armée russe est passée d'un style opératif mobile il y a 3 ans à des troupes de choc aujourd'hui. L'armée russe, c'est uniquement une armée de choc
une armée d'infanterie avec de la petite mobilité qui est là pour aller prendre la tranchée en face. L'armée russe est une armée de choc. Il y aura pas, je pense pas que le front va s'effondrer. Le front ukrainien ne s'effondrera pas. Parfois, les Russes sont capables de faire s'effondrer la défense ukrainienne localement, mais ne sont pas capables d'exploiter dans la profondeur parce qu'ils ont plus les unités mobiles, ni le savoir-faire pour. Donc, malgré le fait que parfois les Ukrainiens se font défoncer dans certains secteurs, comme à Chaziviar, où ils perdent d'un coup 3 km, il n'y a pas l'armée russe derrière suffisante pour exploiter. Donc, on va rester sur ce type de progression lente, extrêmement sanglante, et à un moment, peut-être que les Ukrainiens vont dire stop. Ou pas. Je suis incapable de vous le dire. je vous dis juste ce qui se passe sur le champ de bataille. Je suis incapable de vous faire une prévision géopolitique à plus de 3-4 mois. Mais c'est... La politique interviendra pour faire cesser la guerre. Je pense que la paix viendra de la politique et pas de ce qui se passe sur le champ de bataille. Voilà. Ce qui se passe sur le champ de bataille, c'est... on se bat pour des kilomètres carrés. Et il n'y a pas de victoire stratégique majeure. Il y a des victoires tactiques russes. Les Russes ont l'initiative, les Russes gagnent, mais ils gagnent d'un point de vue tactico-opérationnel. Ce ne sont pas des victoires stratégiques majeures. Il n'y a pas d'effondrement du franc... du franc, les gars. Il n'y a pas d'effondrement du front où les Russes vont finir sur le Dniepr en une semaine. Il n'y a pas ça. Ça va être aux politiciens de signer la paix. Le peuple ukrainien, on s'en fout du peuple ukrainien. L'important, c'est Zelensky. Les Ukrainiens, on les envoie mourir et ils se taisent. Et on leur demande pas leur avis aux Ukrainiens. Tu crois vraiment que les peuples décident? Non mais dans quel monde tu vis, toi? C'est pas très démocratique, ça, que les peuples décident. Enfermez-moi-le, là. Il commence à dire... c'est presque fasciste. Le peuple décide. C'est très fascisant, ça. Attention, hein, camarades. Hein. Quid des enrôlements forcés? Écoute, tu sais que les enrôlements forcés, ça se ressent sur le terrain. Si les Russes progressent autant, c'est qu'on a non seulement les Russes qui ont la supériorité aérienne et la supériorité en tubes et en obus, mais on a aussi un effondrement de la qualité ukrainienne. Les meilleurs soldats ukrainiens, tous les volontaires, ils sont déjà morts, les mecs. Et aujourd'hui, on a un problème, et c'est pas moi qui le dis, c'est les cadres ukrainiens. On a un problème qualitatif du soldat ukrainien moyen qui ne veut pas être là et qui n'est pas en bonne santé. Tous les mecs qui étaient dispo, frais et volontaires, ils sont morts à Bakhmut. Et ça va pas. Il n'y a même pas un univers ou un monde où les choses vont aller mieux pour l'Ukraine. Je vois pas comment, où, avec quel homme. Vous pouvez leur donner des mirages, je crois qu'on va leur donner des mirages là, les Français. C'est bien. Alors moi j'ai hâte de voir les mirages aux couleurs ukrainiennes, hein. Je suis un fanboy, hein. Mais c'est pas de ça dont ils ont besoin. C'est pas de tanks dont ils ont besoin. Ils ont besoin de soldats. Et des soldats, ils en ont pas. Ils en ont pas. À ce petit jeu, ils sont en train de perdre à l'attrition. Et quand les Russes parlent de démilitariser l'Ukraine, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tuer tous les soldats viables au combat. Doucement mais sûrement. C'est pour ça que les Russes sont pas pressés. Ils sont en train de tuer les Ukrainiens à petit feu. 900 FAB par jour. Je peux vous dire que ça fait des pertes. Voilà. Ouais, il y a des Ukrainiens, je crois qu'il y a une brigade ukrainienne en train d'être formée à Canjuers ou un truc comme ça. Ou en France. On est en train de former une brigade ukrainienne. Ouais, je lis les commentaires en même temps, j'ai pas pu lire les commentaires tout à l'heure quand je faisais mon petit compte rendu. Voilà. Non mais à un moment, ils envoient déjà les femmes se battre. Hein. Vous savez, moi des fois je vois passer les avis mortuaires. On a des femmes qui meurent au combat du côté ukrainien. On a des femmes en première ligne. Et les femmes, elles se prennent des femmes comme tout le monde. Hein, et voilà. Quid des bombardements sur les arsenaux russes? J'en ai déjà parlé il y a un mois et il s'est rien passé depuis. Voilà, c'était juste sur une semaine, plusieurs frappes. Et ça n'a pas eu d'impact. Comme je l'avais dit il y a un mois, ça n'a pas eu d'impact sur les capacités des Russes à tirer. Parce qu'il y a une raison logistique au fait que si vous tapez très haut dans la chaîne logistique, ça va pas avoir d'impact sur tout ce qu'il y a en bas, tout simplement.
Les logisticiens font leur boulot pour détourner les flux et compenser les flux avec d'autres flux et compagnie. La formation des soldats ukrainiens est entièrement à nos frais. Écoute, vous avez voté pour Emmanuel Macron, non? Vous avez voté pour Manu, vous avez voulu Jupiter, 2 fois de suite, bah vous l'avez, hein, voilà. Terrible de dire ça. Oui, les soldats ukrainiens, c'est 3 semaines de formation. Hein. Le soldat ukrainien de base, c'est 3 semaines de formation. Vous aviez une vidéo terrible là, d'il y a un mois où vous aviez un soldat ukrainien mort et vous aviez le soldat russe qui regardait sa fiche de paye. Et il avait vu qu'il avait été engagé il y a un mois. Et qu'il avait fait 3 semaines de classe, envoyé à Koursk. Et le pauvre diable a été tué au combat. Donc le mec a eu 3 semaines de formation et il est mort. C'est 3 semaines. Vous formez pas un soldat en 3 semaines. Vous formez un soldat en 6 mois. Un soldat professionnel. Et encore un soldat professionnel avec le minimum, un petit technicien. Quand vous envoyez quelqu'un avec 3 semaines de classe, c'est que vous l'envoyez mourir. Vous l'envoyez mourir. C'est de la chair à canon. Tu estimes à combien le ratio de pertes russo-ukrainien? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, je suis incapable. On part du principe, du postulat que quelqu'un qui attaque prend toujours plus de pertes que la défense. Le problème des Ukrainiens, c'est que les Russes ont la supériorité en feu. Et moi, j'ai du mal à croire que le ratio est du 2 pour 1. Les Ukrainiens prennent beaucoup de pertes parce qu'ils subissent le feu aussi. Donc certes, ils défendent, mais ils ont aucun avantage de feu par rapport aux Russes. Donc sans aucun doute que les Russes compensent leurs pertes qu'ils prennent à l'attaque par des pertes de feu sur les Ukrainiens. Mais je suis incapable de te dire un chiffre. C'est que des suppositions, on n'a pas le rapport des pertes, personne communique. Les Ukrainiens ne communiquent pas sur leurs pertes, les Russes ne communiquent pas sur leurs pertes. Donc on n'en sait absolument rien. Voilà. Et on ne saura jamais, je suis pas d'accord. D'ici 10 ans, quand la paix sera signée, 10-20 ans, il y a des historiens qui feront le travail, comme pour toute guerre, et on aura de l'info. Mais pour le moment, on ne le sait pas. Donc écoutez pas les Ukrainiens qui vous disent on a tué 1200, tout le monde rigole des chiffres du ministère de la Défense ukrainien et du ministère de la Défense russe. Hein. On se marre devant ces chiffres, ils sont faux, totalement faux, surestimés. Ne faites pas confiance à ces chiffres, d'accord? Voilà, ils sont là pour le moral, je comprends pourquoi ils sont là, mais ils ne sont pas considérés comme une source fiable. Jamais des morts civiles. Il n'y a pas tant que ça de pertes civiles. Déjà parce que les Russes essaient de limiter, malgré ce qu'on voit, les villes là où il y a des combats, les villes sont censées être évacuées. Hein. Et les Russes ne font pas du carpet bombing sur Kiev. Ils pourraient, hein. Les Russes, là, si demain ils voulaient, ils pourraient raser Kiev. Mais ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour tuer du civil à gogos. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à tuer des civils. À part faire chier et vous... Il n'y a aucun intérêt. Donc il vaut mieux... Trump dit qu'il sera élu. Écoute, si Trump... Moi, je suis à 100% pour Trump. Ça plaira pas à certains, mais je m'en fous. Mais si Trump, il tape du poing sur la table et il dit « J'arrête de donner quoi que ce soit à l'Ukraine », l'Ukraine, elle va être dans la merde. Et l'Ukraine va peut-être devoir signer la paix et faire des concessions. Vous savez que ça commence à discuter du côté ukrainien. Les Ukrainiens commencent à lâcher du lest. Hein. Officiellement, on a les premiers Ukrainiens qui disent « On va devoir faire des concessions territoriales ». Le mur de la réalité est en train de les rattraper, les Ukrainiens. Faire un ultimatum. Non, non, non. Tu peux pas faire un ultimatum à la Russie. La Russie est en train de gagner, les mecs. Vous croyez que les mecs vont accepter qu'on leur dicte... Vous savez que les Russes, ils vont... Si demain, l'Ukraine veut faire la paix, les Russes vont dire oui, mais à nos termes. Et oui, à la fin de la journée, c'est le mec qui gagne qui impose ses termes. Ça, on l'oublie. Mais dans une guerre, quand vous gagnez, vous imposez vos termes à celui qui perd. Et en ce moment, vous avez vu la carte, les Russes sont en train de gratter du terrain. Le terrain que les Russes prennent, ils ne vont jamais le rendre. On est clair sur ça. Ils ne vont jamais le rendre.
Et forcément, ils n'ont aucun intérêt à accepter une paix qui serait pas en leur faveur. Ils sont en train de gagner, les mecs ont fait des investissements énormes, et ils sont à l'offensive. Tant que ça va en leur faveur, ils vont continuer la guerre, les Russes. Ils n'ont aucune raison d'accepter que les Ukrainiens... même un cessez-le-feu. Les Russes n'accepteront pas un cessez-le-feu. Moi, je vous le dis, hein, les Russes, ils accepteront pas un cessez-le-feu. Les Russes, là, ils vont continuer à attaquer, parce qu'ils savent que les Ukrainiens sont au bout du rouleau, et que c'est en train de se casser la gueule dans le Donbass. Le plan de la victoire, ça, c'est des conneries, les mecs. La carte, elle ment pas. Le plan de la victoire, c'est une escalade pour aller détruire des raffineries russes et compagnie, et essayer de faire venir les Occidentaux en Ukraine. Voilà. Le plan de la victoire, osez me dire que le soldat russe, là, dans le Donbass, le plan de la victoire, ça lui fait une belle jambe, hein, vu ce qu'il prend dans la gueule, hein. L'Ukraine perd des territoires. Oui, oui, la paix est signée, mais dans les conditions de paix, je pense que la Russie, potentiellement... alors, peut-être que la Russie sera prête... Peut-être que la Russie fera des concessions aussi, au niveau de la diplomatie ukrainienne. Peut-être que la Russie, en échange de tout le Donbass, acceptera que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, l'Europe, ou en tout cas soit sous parapluie, mais ça serait contre ses conditions initiales d'entrer en guerre. Mais peut-être que la Russie fera des concessions parce qu'elle veut aussi arrêter la guerre, hein. Une guerre, c'est pas cool, hein. Ils sont peut-être en train de gagner, mais ça a un prix. Hein, c'est pas cadeau tout ça, hein. Y a un prix du sang, il y a un prix économique à payer. Rendre du territoire. Les Russes ne rendront rien. Tout ce qu'ils prennent là, ils se considèrent légitimes dessus. Ils ne le rendront pas. Je vois pas dans quel monde ils rendent ce territoire. C'est le Donbass. Ils sont chez eux, les Russes se considèrent comme chez eux. Et ils ne lâcheront rien jusqu'à Kramatorsk. Et ils vont continuer, les Russes, à attaquer comme ils le font depuis 8 mois. Zelensky peut dire ce qu'il veut, les Européens peuvent dire ce qu'ils veulent. La réalité du terrain, c'est que les Russes sont en train de gagner sur le terrain. Ils n'ont jamais autant gagné que maintenant. Et ils vont continuer à exploiter ça comme des dingues. C'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà. La carte ne ment pas, et la dynamique offensive russe ne ment pas. Peut-être que ça changera, hein. Peut-être que dans 6 mois ça va changer, j'en sais rien, hein. Peut-être que les Ukrainiens nous préparent un coup incroyable, et peut-être que la dynamique va changer. Mais de ce qu'on voit là, c'est que les Russes sont en train de gagner. Tout simplement. Sur le terrain, en tout cas. Pépé, es-tu en train de dire quelque chose? Ouais, je lis la première guerre de l'opium. Toujours l'accès aux mers chaudes. Toujours. Il faudrait des hommes pour ça. Écoute, je lis certains pro-Ukraine qui me disent les Ukrainiens sont en train de préparer un grand coup. C'est la marotte des pro-Ukraine. Il y a un grand coup qui arrive. Puis ils répètent ça chaque mois. À chaque fois qu'ils perdent une ville. Ouais, mais il y a des réserves en train d'être formées. Ça fait très 44-45 allemand. Et il y a un grand coup qui arrive, les armes V. Non, les mecs, la réalité du terrain, c'est que les Ukrainiens se font péter la gueule et prennent 900 femmes par semaine dans la tronche. C'est ça la réalité du terrain. Bon, écoutez, je m'arrête là. Parce que dans 1 heure, j'ai Age of Empires 2. Et as-tu lu les Jean Lopez sur le front de l'Est? Non, je les ai pas lus. J'ai d'autres bouquins un peu pas mal aussi en anglais sur le sujet, donc je connais bien en fait Barbarossa. Je connais vraiment bien Barbarossa, et j'ai pas trop besoin de lire des bouquins sur le sujet. Voilà. Donc ouais, Age of Empires 2 dans 1 heure pour ceux qui sont intéressés. Très très bon livre, hein. Pour ceux qui connaissent pas le sujet, Jean Lopez en français est une bonne référence. Et sinon, demain, je sais pas trop ce que je ferai. Peut-être du Citadellum. Et en soirée, il y aura Chouan qui sera là. 1v1, Company of Heroes. Chouan contre moi. Et la dernière fois, il m'avait mis 8-0. J'étais un peu salé. Donc là, je vais le laver. Et je vais essayer de lui casser la gueule. Voilà. Minute spatiale samedi. Il y a eu encore de la grosse news. SpaceX. Et c'est déjà pas mal. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne fin de semaine. Et puis moi... Alors ouais, la semaine prochaine, on fera une minute géopolitique sur le nucléaire.